Ça, c'est la liste des anticorps marketés. Donc, les anticorps sur le marché à l'heure actuelle, donc il y en a à peu près 70, un petit peu moins de 70. On va pas les voir tous ce matin, ça ne présente strictement aucun intérêt, d'autant plus que l'anticorps, ça représente à peu près un tiers des biomédicaments. L'autre grosse partie, c'est bien entendu les vaccins, dont on parle pas mal en ce moment. D'ailleurs, je prendrai les questions à ce sujet-là aussi, il n'y a pas de souci. Et puis, il y a des protéines recombinantes thérapeutiques qui sont autres et qui n'ont rien à voir avec les anticorps et les biomédicaments. Donc tout ça, ça forme une famille qui est relativement hétérogène, qui va de l'insuline jusqu'au vaccin. Euh, on va focaliser sur les anticorps parce que c'est un bon exemple de protéines avec des fonctionnalités diverses, et de glycoprotéines, donc pour voir aussi d'autres aspects de la caractérisation des biomédicaments. Mais c'est transposable en règle générale aux autres familles, mis à part peut-être tout ce qui est vivant atténué, donc certains types de vaccins qui présentent des caractéristiques un peu particulières. D'abord, un petit chapitre sur la réponse immunitaire humorale, donc celle qui fabrique les anticorps dans votre organisme. Vous savez que les anticorps, on en a tous, enfin en tout cas tous les gens qui vont bien. Et donc, il y a une partie physiologie qu'on ne peut pas trop se dispenser de traiter dans la mesure où si vous ne maîtrisez pas comment ça se passe dans l'organisme, on ne peut pas comprendre après ça les différents choix de production qui sont faits et pourquoi on s'est orienté vers de la production ex vivo plutôt que de la production par des organismes. Ça, c'est une diapo qui est issue d'une publication d'Hervé Wattier, qui est le professeur du service d'immunologie de Tours, et qui aime bien rappeler que les premiers anticorps sur le marché, d'une part, ils étaient produits pas très loin d'ici, et que c'était de la sérothérapie, donc c'est-à-dire que c'était avant qu'on sache même ce qu'était un anticorps, ce qu'était une immunoglobuline. La notion est un petit peu différente, on verra ça tout à l'heure. Les premiers anticorps sur le marché, ça date des fins du 19e siècle, et donc à cette époque-là, on immunisait des chevaux, d'où l'espèce de gravure un peu humoristique qu'il y a juste à côté de ma tête. On injectait à des chevaux, c'était plutôt des toxines bactériennes ou des mélanges, des broyats de bactéries, enfin des espèces de soupes infâmes avec des toxines bactériennes. Et on savait que le cheval, il allait produire quelque chose dans son sérum qui allait permettre de guérir certains patients, notamment les enfants qui étaient très touchés en termes de population par notamment la diphtérie. Et d'où la petite fille qui vient avec son broc la chercher du jus de cheval qui est dispensé directement par un robinet. Bien évidemment, ça ne se passait pas comme ça, mais donc la gravure a le mérite de simplifier un peu les choses pour expliquer que c'était quelque chose qui venait du cheval, qu'on venait chercher pour guérir des maladies, notamment bactériennes. Cette technologie-là, elle était certes un peu archaïque, mais elle n'est pas totalement dépassée. Vous avez à ma droite une vipère de type Vipera berus, et donc vous avez en Europe trois types de vipères qui provoquent des envenimations chez l'humain. Vipera berus, la vipère d'Orsini et la vipère aspic. Et donc on a un antivenin qui s'appelle Viperfave, qui est, vous voyez peut-être pas, c'est peut-être un petit peu flou, mais il y a marqué fragment d'immunoglobuline équine. Donc c'est du FAB'2, je vous expliquerai en termes de biochimie ce que c'est tout à l'heure. Donc on a du fragment de vipère de venin, du fragment d'immunoglobuline de cheval pour traiter les envenimations dans le cas d'une morsure par ces types de vipères. Euh, et on va voir que c'est encore, pourquoi c'est d'actualité, pourquoi on n'a pas d'anticorps monoclonaux dans ce cas-là. On va commencer par détailler un peu ce que sont les anticorps monoclonaux avant de parler de différentes technologies. Mais sachez simplement que c'est toujours utilisé. Dans le cadre d'infections bactériennes, donc là on a une brèche cutanée, donc typiquement l'épiderme qui est rompu avec des bactéries. Et on a les petits zigouigouis, alors je vais utiliser des noms un petit peu vernaculaires parfois, mais les petites hélices là, violettes qui sont à côté des bactéries, qu'on appelle les catélicidines, donc typiquement des peptides antimicrobiens, qui vont être synthétisés en première réponse à ce type d'infection. Donc on s'imagine, on vient de se faire un bobo, et il y a des bactéries qui sont rentrées. Il va y avoir ce qu'on appelle une réponse de type TH2 de mise en place, donc on a la bactérie qui est au niveau de la brèche, on a des cellules dendritiques qui vont avoir capturé, phagocyté et puis digéré et présenté des morceaux de la bactérie. Ces cellules dendritiques, elles vont migrer dans le ganglion drainant, donc le ganglion lymphatique qui draine la zone touchée, et aller se coller avec des CD4.
Donc le CD4, c'est un lymphocyte T. Je pense que vous connaissez un petit peu ça, l'immunologie. De toute façon, je n'ai pas tellement de diapos pour rattraper ça si ce n'est pas le cas. Mais donc le lymphocyte T, c'est une cellule lymphoïde de l'immunité adaptative. Donc c'est-à-dire l'immunité qui est spécifique du micro-organisme ciblé, par opposition à l'immunité innée, qui est typiquement tout ce qui est cellules dendritiques, polynucléaires neutrophiles, donc les cellules qui sont un petit peu capables d'improviser, qui sont capables de se lier et de phagocyter un peu n'importe quoi. Là, les lymphocytes, donc c'est typiquement des globules blancs qui sont de l'immunité adaptative, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à une seule espèce moléculaire, qui vont en être très spécifiques, qui du coup mettent un peu plus de temps à se mettre en place, mais qui ont l'inconvénient d'être un peu moins versatiles, un peu moins rapides aussi à répondre. Et il faut une quinzaine de jours pour se mettre à répondre à un antigène qu'on ne connaît pas. Donc le lymphocyte T, coup de bol, c'est celui qui est capable de reconnaître l'antigène, mettons de la flagelline de cette bactérie, et il va s'activer. S'il veut s'activer, voilà, merci. Donc il s'active, et comme la cellule dendritique, elle lui a dit c'était une bactérie parce qu'elle a reconnu les éléments moléculaires de bactéries, il va se transformer en un TCD4 de type TH2, donc un T-helper de type 2. Donc il va typiquement être le T-helper qui va déclencher et guider une réponse de type anticorps. Donc lui, il va aller causer avec un lymphocyte B qui a la même spécificité que lui. Donc il faut voir ça comme un facteur au niveau du ganglion. Il va se promener jusqu'à rencontrer la bonne boîte aux lettres. Donc c'est un peu le facteur qui a une enveloppe qui n'a pas d'adresse dessus et qui va chercher dans un quartier la bonne maison pour délivrer son courrier. Donc c'est un petit peu long, c'est un peu ça qui explique les 15 jours de latence avant de mettre en place une réponse comme ça. Et puis, une fois qu'il aura trouvé son lymphocyte B, il va l'activer aussi, il va y avoir un crosstalk, on appelle ça, on pourrait dire une espèce de discussion moléculaire entre les deux, qui vont émettre des récepteurs, se présenter des trucs, jusqu'à aboutir à ce que le lymphocyte B s'active et aille se ficher dans la moelle osseuse d'un os, ou alors, pour les lymphocytes B, si l'infection a eu lieu à départ d'une muqueuse, juste sous la muqueuse en question, dans ce qu'on appelle la lamina propria. Peu importe, imaginons que c'était une brèche cutanée, c'était la peau, et donc le lymphocyte B, il va dans un os. Là, il est activé, il a reçu le signal qui dit, il y a une bactérie, c'est ta spécificité, c'est à ton tour de bosser, et donc il va se transformer en ce qu'on appelle un plasmocyte, et ce plasmocyte va se mettre à fabriquer de l'anticorps, donc des immunoglobulines, un anticorps quand on connaît la cible, jusqu'à ce qu'il y ait de l'anticorps partout et que ça finisse par détruire les bactéries, participer à détruire les bactéries, puisque les anticorps, on verra tout à l'heure, ils ne portent pas de fonctionnalité destructrice, ce n'est pas des enzymes. Donc les anticorps, ils vont être le support pour d'autres cellules pour s'accrocher, notamment des macrophages que je représente comme une espèce de monstre là avec des grandes dents, ce qu'ils ne sont évidemment pas. Mais donc les macrophages vont s'appuyer sur la présence d'anticorps pour venir digérer les bactéries et les éliminer. Une fois que les bactéries vont être détruites et qu'il y aura de l'anticorps fixé avec des morceaux de bactéries partout, c'est ce qu'on appelle des complexes humains, le complexe entre l'anticorps et sa cible. Ça, il va y en avoir qui vont se balader un peu partout, ça va inhiber les plasmocytes, et donc la réponse va se calmer, et on va avoir une espèce de retour au calme, ce qu'on appelle l'homéostasie. Donc ce plasmocyte, on a bien compris, il a une durée de vie qui est limitée dans le temps, c'est ce qui va nous embêter pour l'utiliser en bioproduction. Il vient des progéniteurs lymphoïdes, donc de tout ce qui est immunité adaptative ou spécifique. Et c'est, on va dire, l'avantage de ce système-là, c'est qu'une fois qu'on va avoir le contact et que le plasmocyte va être établi, en dehors de ce pool de plasmocytes, on va avoir aussi des lymphocytes B qui vont être dits mémoire, qui vont être le support dans le ganglion, le point de départ pour une réaction ultérieure beaucoup plus rapide. C'est le principe de la vaccination. Le premier contact, il faut au moins 15 jours pour se mettre en route. Et à la suite de ça, tous les partenaires cellulaires sont restés dans le ganglion, dans des espèces de centres de la mémoire immunitaire dans le ganglion. Donc vous avez la cellule dendritique, le lymphocyte B, les lymphocytes T qui sont tous dans le même coin et qui n'ont plus qu'à se remettre ensemble le jour où il y a un deuxième contact avec l'antigène pour venir réactiver les B, renvoyer des plasmocytes, fabriquer de l'anticorps dans la moelle. Et donc ça, c'est quelque chose qui va beaucoup plus vite le deuxième coup et qui permet notamment d'éviter des dégâts tissulaires trop importants au second contact avec l'antigène, avec le pathogène.
Donc un système qui est extrêmement intéressant puisqu'il comporte une forme de mémoire. Alors, pourquoi ça peut le passer? Voilà. En plus de ça, ce système va faire ce qu'on appelle de la maturation d'affinité, c'est-à-dire qu'au début, la première réaction contre l'antigène, vous avez des cellules qui vont se multiplier, donc les lymphocytes B, qui vont se diviser, faire ce qu'on appelle des hypermutations somatiques, qui vont faire des erreurs dans leur séquence pour notamment créer de la diversité génétique. Et puis il y en a qui vont être plus ou moins bien capables de reconnaître l'antigène, et on va avoir une deuxième étape après l'expansion clonale, qui va être la contraction clonale, où on va supprimer des cellules qui sont moins bien, qui reconnaissent moins bien l'antigène, qui reconnaissent moins bien le microbe. Les autres vont être favorisés pour passer au stade de plasmocyte et fabriquer des immunoglobulines. L'animation est un petit peu longue, je m'en excuse. Le potentiel en termes de ce qu'on appelle de répertoire, c'est-à-dire de diversité moléculaire, il est de l'ordre de 1000 à 100 000 milliards de spécificités différentes. Alors elles ne sont pas toutes utiles au cours de la vie, il y en a même qui sont potentiellement délétères, des spécificités anticorps qui reconnaissent des antigènes de l'organisme, du soi, et qui donc sont mauvaises dans la mesure où quand on fait un anticorps contre ses propres protéines, on peut développer ce qu'on appelle de l'auto-immunité, c'est-à-dire une maladie sans qu'il y ait de pathogène, une maladie du système immunitaire qui se dirige contre l'organisme. Et un clone de lymphocyte, un clone de lymphocyte B ou de plasmocyte, fabrique une immunoglobuline. Bah tiens, il se raffiche lui. Fabrique une immunoglobuline et pas 50 espèces moléculaires. Alors on va voir que c'est un petit peu nuancé parce qu'il y a ce qu'on appelle des modifications post-traductionnelles qui font qu'il y a effectivement plusieurs espèces moléculaires, mais en termes de protéines, de séquences de protéines, il y a une seule protéine qui est fabriquée par un seul lymphocyte. Avez-vous des questions sur cette partie physiologie? Je ne sais pas si c'est adapté par rapport aux notions que vous avez notamment. Non, c'est bon. D'accord, ok, tout le monde a suivi. Est-ce que vous pourriez juste aller un tout petit peu moins vite pour la suite? Parce que là, c'était des choses qu'on connaissait déjà, mais peut-être Oui, pour la bien suite, sûr, c'est pas rapide. de problème. De toute façon, vous voyez peut-être en bas à droite de l'écran, il y a marqué REC. Je suis en train d'enregistrer cette séance et vous aurez le replay. Donc vous pourrez y revenir à l'envie. Des fois qu'il y a des soirs d'insomnie où vous avez besoin de quelque chose pour vous assommer. Voilà. Donc on va passer un petit peu sur la partie protéique, enfin la partie en tout cas moléculaire. On va parler d'immunoglobulines et je vais aller un petit peu plus doucement. Là vous avez une cellule. Vous aurez tout de suite reconnu que ce n'était pas un lymphocyte B, puisque le noyau est beaucoup trop petit. Et on peut avoir des cellules de différents types ici. Ça peut être une cellule de rein de chien, une cellule de singe, une cellule de hamster, de souris, voire des cellules humaines. Donc ici on est dans un bioréacteur. Il s'agit d'un petit film que j'ai fait avec un logiciel qui s'appelle Tiltbrush, donc qui permet d'avoir des animations 3D assez sympas. Donc là vous êtes dans un bioréacteur. On rentre un peu dans le vif du sujet rapidement. Donc cette cellule, c'est une cellule qu'on a modifiée génétiquement pour produire de l'anticorps. Donc je vous disais, ça peut être une cellule typiquement HEK, donc de rein embryonnaire humain notamment. Et dans son noyau, que vous reconnaissez grâce au beau chromosome là, on a implanté les séquences qui codent pour la protéine thérapeutique. Donc par exemple, un anticorps au hasard. On a implanté de l'ADN dans son noyau. Donc à partir de là, l'ADN dans le noyau, il va être transcrit en ARN. C'est le petit serpent, la monobrun. Cet ARN, il va pouvoir sortir du noyau, mais il ne rentrera plus dedans. Il va servir de photocopie de l'information génétique. Et cette photocopie, elle va servir d'instruction de montage pour fabriquer de la protéine. Donc en passant dans le réticulum endoplasmique granuleux, là où il y a les points noirs qui sont les ribosomes, l'ARN il va être traduit en protéines. Donc la chaîne bleue qu'on voit, c'est une chaîne protéique d'anticorps qui est codée par l'ARN messager qui est au contact du ribosome. Et cette chaîne va ensuite d'une part s'assembler avec les autres chaînes de l'anticorps et puis aller acquérir des modifications post-traductionnelles dans le Golgi. Le Golgi, il y a trois types de citernes, les cis, les med et les trans par rapport à leur position relative au noyau. Et dans ces citernes, l'anticorps il va acquérir donc ces modifications post-traductionnelles qui vont être par exemple protéiques, mais notamment aussi sucrées.
Et on verra tout à l'heure, là, au niveau des chaînes de l'anticorps, il y a un site de N-glycosylation, donc c'est de la glycosylation sur une asparagine, par exemple. Et cette glycosylation, elle va être indépendante de la séquence génétique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas codé. C'est de l'impro total du Golgi. Alors il y a une séquence commune à tous les N-glycanes qui s'appelle le corps, donc qui est l'espèce de centre du glycane. Et ce corps va recevoir au fur et à mesure des citernes d'autres modifications, d'autres sucres, pour aboutir à cette immunoglobuline C dans le bioréacteur qui va être le médicament qu'on cherche à synthétiser. Ça, c'est juste un petit rappel sur les chaînes de l'anticorps. La chaîne bleue s'appelle la chaîne heavy parce qu'elle est plus grande, elle fait 450 résidus d'acides aminés environ. La chaîne lourde, la chaîne légère qui la complète en rouge, qui est la chaîne light, et puis les ponts disulfures en vert qui relient les deux de façon covalente. Et l'anticorps avec ses deux parties. Donc d'une part les espèces de bras de l'anticorps qu'on appelle les FAB qui contiennent les mains et les doigts de l'anticorps. Il faut savoir que l'anticorps a 6 doigts par main qui vont accrocher une cible de façon très spécifique. Et outre les bras de l'anticorps avec ses petites mains, on a les jambes de l'anticorps qu'on appelle le FC. Et ces jambes de l'anticorps elles servent à chausser des espèces de chaussures, donc à attirer des FC récepteurs qui donc vont se fixer notamment au niveau du sucre. La chaussure elle est là pour exemplifier, mais c'est pas au niveau de la chaussure que ça se fixe. Ces récepteurs vont être le support des fonctions de l'anticorps. Ne vous inquiétez pas, on va repasser là-dessus tranquillement. Là, c'est juste pour essayer d'aller à la vitesse du film. Donc entre les deux, il y a ce qu'on appelle la charnière, et donc cette partie charnière, elle sert à garder de la souplesse entre les bras et les jambes de l'anticorps. Et ça, c'est absolument primordial pour ses fonctions effectrices. Mais on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est comme ça que votre anticorps se retrouve dans la soupe du bioréacteur. Et après, il va être purifié, mis en flacon. Et puis, il y aura un certain nombre de caractérisations qui devront être faites, notamment à cause de cette hétérogénéité qu'on vient de discuter, celle qui est liée au sucre. On va voir que c'est un des principaux problèmes de la bioproduction des anticorps thérapeutiques à l'heure actuelle. C'est l'hétérogénéité moléculaire qui fait qu'il y a à peu près 70% des ressources, en temps et en coût aussi, qui sont allouées à la caractérisation analytique, c'est-à-dire à vérifier que ce qu'on produit, c'est bien ce qui est dans le cahier des charges. C'est notamment une des raisons qui font que ces médicaments sont extrêmement chers et un frein à leur développement. On a parlé de glycoprotéines, donc qu'est-ce qu'un anticorps? C'est une immunoglobuline dont on connaît la spécificité. Donc l'immunoglobuline, c'est la molécule. Et l'anticorps, c'est quand vous savez ce qui cible. C'est une distinction qui est un peu ténue, mais bon, c'est comme ça que ça se fait. Donc cette glycoprotéine, elle contient une partie glyco, c'est-à-dire des sucres. Donc vous avez ce corps à droite qui est les deux carrés bleus avec les trois ronds verts. Donc les deux carrés bleus, alors je suis désolé, c'est derrière ma tête. Il y a de la GalNAc, N-acétylgalactosamine, en bleu. Et puis des mannoses. Donc ça c'est une nomenclature simplifiée pour dessiner les glycanes, ce qu'on appelle la SNFG pour Simplified Nomenclature for Glycans. Dans la mesure où, sinon, quand vous avez un sucre qui fait encore 6 résidus, 5-6 résidus, on arrive à le dessiner, mais vous voyez les formules semi-développées ici. Si on dessine des sucres un peu plus conséquents, on a à peu près 100% de chance de se tromper. Donc on dessine des ronds, des carrés, des triangles, ça va un peu plus vite. À quoi il sert ce sucre? Pourquoi j'en parle autant? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste le virer? Eh bien, comme on disait tout à l'heure, le sucre, c'est un support de la fonctionnalité de l'anticorps, puisque l'anticorps n'est pas une enzyme. L'anticorps n'est pas capable tout seul de tuer une cellule. Donc ce sucre, il sert a priori d'une part à la stabilité des molécules. C'est moins vrai pour les anticorps que pour certains autres types de biomolécules. Mais il y a des études qui montrent que certains anticorps sont moins stables sans le sucre qu'avec. Et il sert surtout aux fonctions effectrices. Je m'explique. Là, entre les jambes de l'anticorps, vous voyez qu'il y a une espèce d'espace qui est maintenu ouvert par la présence du sucre. Et si on vire le sucre, l'espace se collabe. Donc il y a une fermeture de l'angle. Sauf que cet endroit-là, c'est l'endroit où accèdent les FC récepteurs, donc les espèces de chaussures de l'anticorps, celles qui servent à créer les fonctionnalités de l'anticorps. Et par conséquent, si on retire le sucre, il n'y a plus d'accessibilité à ces sites de liaison. Et donc l'anticorps, il ne peut plus servir qu'à attraper quelque chose avec ses petites mains, mais il est plus capable de recruter des récepteurs avec ses jambes.
glycoprotéine. Donc là, tout le monde a reconnu bien sûr le ribosome. Donc ce ribosome, il vient mettre en face l'ARN messager dans sa main droite avec cette molécule en vert, avec ce qu'il y a dans sa main gauche, c'est-à-dire les ARN de transfert qui tiennent des acides aminés, et vient catalyser la liaison entre un acide aminé N et le N-1, c'est-à-dire l'acide aminé d'avant, dans ce qui est à droite là, à l'heure actuelle ça n'est qu'un peptide, et qui deviendra soit qui va rester un peptide, soit qui va devenir une protéine. Donc le 1, le ribosome, l'ARN de transfert en vert, en bleu, l'ARN messager en vert, la liaison peptidique entre l'acide aminé N et l'acide aminé N-1, entre la petite boule rouge et la petite boule verte, et le peptide résultant en 6. La différence entre un peptide et une protéine, c'est juste une question de taille. En dessous de 40 résidus d'acides aminés, on parle de peptide, et au-delà de 40 à 60, on commence à parler de protéines. L'anticorps, on parlait des bras et des jambes, on va leur donner des noms un petit peu plus scientifiques. Donc il faut savoir que quand les biochimistes découvraient des protéines dans le temps, ils les coupaient. Diviser pour mieux caractériser, c'était un peu leur devise. Donc on clivait, on essayait plein d'enzymes, et puis on regardait sur tout simplement de la migration en plaques, jusqu'où ça allait dans des gels, et puis ce que ça faisait les morceaux les uns séparés des autres. Et donc ils récoltaient 3 morceaux. Il y avait le A, le B et le C. Et on va les retrouver dans les noms des parties FAB, FC. Pourquoi FAB? Parce que le A et le B, ils se sont vite rendus compte que c'était la même espèce moléculaire et que ça faisait la même chose. Donc un bras en vaut un autre. C'est la même spécificité moléculaire qui est portée par les deux mains de l'anticorps. Les bras font strictement la même chose. Donc le FA et le FB, c'est la même chose. Donc on appelle ça FAB pour ne pas faire de distinction. Le C, c'était un fragment qui était un petit peu à part, qui faisait quasiment la même taille que le A et le B, donc c'était un peu compliqué à séparer, mais il ne reconnaissait pas la cible, et il avait une propriété, c'est qu'il était cristallisable, c'est-à-dire qu'on arrivait à cristalliser cette molécule, et ce qui était très pratique, puisqu'à l'époque, enfin encore maintenant, quand on sait cristalliser une molécule, on sait en déterminer la structure. À l'époque, on faisait beaucoup de la diffraction en rayon X, et donc on avait des indices de sa structure grâce à ça. Alors que le FAB était beaucoup plus souple et donc beaucoup moins cristallisable. Donc a posteriori on leur a trouvé des petits noms. FAB antigen binding, ça tombe très bien, ça fait AB, antigen binding pour liaison à l'antigène. Et puis le C qui était cristallisable, et bien impeccable, on va l'appeler FC. Les mains de l'anticorps, on va leur donner d'autres noms, donc c'est les parties hyper variables, puisque génétiquement elles sont prévues pour générer de la diversité, on a dit jusqu'à 100 000 milliards de spécificités différentes. Donc elles s'appellent régions hyper variables, et les doigts de l'anticorps, ce qui vraiment va toucher la cible, ça s'appelle Complementarity Determining Regions, ou CDR, pour régions qui déterminent la complémentarité, qu'on appelle aussi le paratope. Donc le paratope, c'est la partie de l'anticorps qui touche l'antigène, et la partie de l'antigène qui est au contact du paratope s'appelle l'épitope. Donc épitope sur l'antigène, c'est la cible du paratope sur l'anticorps. Je laisse 30 secondes pour noter ça. Donc les CDR, ce sont les parties de la molécule donc ce sont des boucles qui font les doigts de l'anticorps, et ce sont les parties qui forment le paratope qui vont accrocher l'épitope sur l'antigène. Le fragment cristallisable, lui, il va recevoir d'une part le N-glycane, il a une séquence peptidique qui va favoriser l'adjonction du sucre, et c'est celui qui va reconnaître les récepteurs des anticorps qui vont s'appuyer sur la présence de cette molécule pour exercer leurs fonctions. Donc notamment ce sont des fonctions de destruction pour neutraliser les pathogènes. Deux chaînes, deux fonctions. Si une chaîne portait une fonction, ce serait trop facile, donc les deux chaînes sont impliquées de façon différentielle dans les fonctions. La fonction de ciblage utilise les deux chaînes. La main de l'anticorps, il y a 3 doigts par chaîne, donc la main est répartie sur les deux chaînes. Il y a 3 doigts sur la chaîne lourde, 3 CDR sur la chaîne lourde,
et 3 CDR sur la chaîne légère. Donc la chaîne lourde et la chaîne légère participent à la fonction de ciblage, et la fonction de recrutement, donc le FC, est constituée uniquement par de la chaîne lourde. Donc cette fonction de recrutement est portée uniquement par la chaîne lourde. Vous voyez en bas de la diapo différents types de récepteurs. Donc dès qu'ils se ressemblent un petit peu là à droite et puis un qui est un peu tout seul à gauche, on va redétailler un petit peu ce qu'ils sont et à quoi ils servent. Ceux-là, ils ont le point commun de tous reconnaître le FC, de s'appuyer sur sa présence pour exercer une fonction. Les fonctions qui sont liées aux mains de l'anticorps, je vous ai dit c'était accrocher la cible, oui certes, mais ça peut amener des choses différentes. Les fonctions du FAB, on peut les ranger un peu dans 3 types de fonctions. Physiologiquement, on peut trouver de la neutralisation, de l'antagonisme et de la cytolyse. Donc la neutralisation, c'est le fait d'accrocher un ligand soluble, par exemple une cytokine ou une toxine, pourquoi pas, et de l'empêcher d'aller se fixer sur un récepteur membranaire. L'antagonisme, c'est un peu l'inverse, c'est se fixer sur le récepteur membranaire et de l'empêcher d'interagir avec un ligand, peu importe que ce ligand soit soluble ou membranaire. Et à droite, là dans la grande boîte, tout en haut, vous avez la fonction de cytolyse. Alors je vous disais tout à l'heure, un peu à tort, les anticorps ne tuent pas de cellules. Oui, sauf que certains récepteurs membranaires sont en fait des récepteurs qui sont impliqués dans des voies pro-apoptotiques, donc des voies de destruction cellulaire, des voies de mort programmée. Et l'anticorps, juste par le fait qu'il a 2 mains, s'il rapproche certains récepteurs, il va mimer la présence de leur cible à ces récepteurs, et quand ils vont se rapprocher, ils peuvent transduire un signal d'apoptose. C'est un exemple, en fait l'exemple est extrêmement concret. Il y a un anticorps thérapeutique qui s'appelle rituximab, et le rituximab c'est un anticorps dirigé contre le CD20, qui est un cluster de différenciation des lymphocytes B. Et ce CD20 est impliqué dans les voies apoptotiques. Et le rituximab, indépendamment du fait d'avoir un FC, juste parce qu'il a 2 mains et qu'il va donc rapprocher deux récepteurs de type CD20, le fait de les rapprocher, ça va transduire le signal pro-apoptotique et ça va entraîner la mort cellulaire. Donc, même si l'anticorps ne porte pas intrinsèquement de fonctionnalité de destruction, dans ce contexte-là, on va avoir de la mortalité cellulaire liée à ce qu'on appelle l'avidité, c'est-à-dire le fait que l'anticorps ait la capacité de fixer 2 cibles. Donc il a une avidité de 2. On reparlera d'avidité tout à l'heure en parlant des IgM. En dessous, des fonctions artificielles. Dans la boîte cytolyse à droite, là vous aviez cytolyse donc avec l'apoptose. Et puis il y a 2 fonctions en dessous, il y a marqué immunoconjugué et anticorps bispécifique. Est-ce qu'il y avait une prise de parole? J'ai cru entendre quelqu'un réactiver son micro. S'il y a des questions, vous pouvez m'arrêter pendant le cours, il n'y a pas de problème. Vous êtes beaucoup, mais n'hésitez pas, on peut prendre le temps si on déborde sur le créneau d'après. Enfin, sur le créneau d'après, pas de la matinée, hein, mais sur notre créneau d'après qui est le 23 mars. Pas de questions. Donc les fonctions qu'on appelle immunoconjuguées, en fait, c'est artificiel, c'est un anticorps sur lequel on va accrocher une molécule chimique ou un radioisotope. Donc la molécule chimique, c'est souvent des molécules de chimiothérapie. Donc pourquoi on fait ça? Vous avez tous déjà vu dans la rue quelqu'un en sachant que c'était une personne qui était atteinte d'un cancer. Comment vous avez deviné ça? Vous avez deviné ça à cause des effets secondaires de la chimio. Des personnes qui ont la peau toute blanche, toute transparente, plus de cheveux, qui sont assez volontiers amaigries parce qu'elles ont ce qu'on appelle de la mucite. Et tout ça, c'est pas des effets thérapeutiques. C'est-à-dire que c'est pas le fait qu'ils perdent leurs cheveux qui va les guérir de leur cancer. C'est la chimio qui va se balader au niveau de la tumeur qui va amener ces effets thérapeutiques. Et donc ces effets de perte de cheveux, de perte de poids, tout ça, sont des effets indésirables. Et bien, le fait de mettre la petite molécule, la molécule de chimio sur une immunoglobuline ou un anticorps, ça va permettre, si on cible assez bien la cellule cancéreuse, d'apporter cette thérapeutique sur le site de la cellule malade, sur le site de la tumeur, sans avoir ces effets à distance. Donc ça permet d'une part d'avoir une qualité de vie préservée, c'est-à-dire d'avoir des patients qui peuvent se balader sans que tout le monde les regarde dans la rue. Donc quelque part aussi de mieux vivre leur pathologie, et ça peut participer à mieux guérir. Il y a aussi le fait qu'en ayant moins de mucite, c'est des patients qui s'alimentent mieux et qui donc sont un peu plus forts, un peu plus résistants. Et enfin, ça peut permettre d'utiliser des molécules plus toxiques, des molécules qu'on ne pourrait pas administrer par voie intraveineuse comme ça toute seule.
notamment parce que ça a tué le patient avant de tuer la cellule malade. Et donc l'idée d'administrer des molécules trop toxiques pour être administrées par voie IV, ça permet d'emmener des choses plus efficaces sur le site de la tumeur et parfois de rattraper des patients. En tout cas, il y a certains anticorps armés qui permettent de rattraper des patients à qui on ne pouvait plus rien proposer. Et ça marche plutôt pas mal. Il y a un certain engouement pour ce format. En dessous des immunoconjugués, il y a ce qu'on appelle les bispécifiques. Je vous disais tout à l'heure qu'un anticorps reconnaît une seule cible. Alors un anticorps physiologiquement reconnaît une seule cible, mais un anticorps dont vous auriez été muté les CDR sur une main, vous allez permettre qu'il reconnaisse une deuxième cible et donc de rapprocher deux partenaires, soit des partenaires moléculaires, soit des partenaires cellulaires, soit un partenaire cellulaire avec un partenaire moléculaire. La limite, c'est l'imagination des ingénieurs. Donc l'anticorps bispécifique, il y en a en thérapeutique humaine, et notamment c'est ce qu'on appelle les T-cell engagers, donc des anticorps qui vont ramener des cellules T sur la cellule tumorale, donc rapprocher un lymphocyte tueur avec une cellule malade pour le forcer à aller provoquer de l'apoptose et à aller tuer la cellule malade. On a vu les fonctions du FAB, donc les fonctions des mains de l'anticorps. Maintenant, je vais vous parler un peu des fonctions du FC. Donc on a juste détaillé le fait qu'ils étaient capables d'engager des récepteurs. On va parler de trois types de récepteurs, donc les récepteurs du FC gamma, donc le FC des immunoglobulines de type G, on verra les différents sous-types d'anticorps, enfin d'immunoglobulines tout à l'heure. Je vais vous parler du système du complément, qui est une cascade moléculaire cytolytique. Et je vais vous parler du FcRn, qui est un récepteur très intéressant avec de multiples facettes. Donc les Fc gamma récepteurs et le complément, ils vont provoquer de la cytolyse. Eux, ils sont là pour casser la cellule cassée du pathogène. Le point commun entre ces différents récepteurs, c'est qu'ils lient tous le Fc de l'anticorps. Donc là, vous avez juste à droite de ma tête une immunoglobuline avec trois petits ronds en pointillés. Et juste encore à droite de ce schéma-là, vous avez le FC. Alors ma main, elle va pas jusque là, je crois. Voilà. Juste là, vous avez le FC qui est représenté tout seul. Avec le petit rond violet qui est ici, c'est le site de liaison du FcRn, donc qui est le seul à se fixer à l'extérieur des jambes de l'anticorps, donc au niveau des genoux, si on voulait, et qui donc il n'y a pas d'impact du fait de ne plus avoir de sucre, alors que les deux autres sites, le site du C1q en bleu et le site en rose des Fc gamma récepteurs, sont au niveau de l'aine, du slip, on pourrait dire, de l'anticorps. Et donc ceux-là, si on vire le sucre, ils sont plus capables de se lier. En dessous, là, juste à ma droite, vous avez les séquences des charnières. Et donc la charnière, c'est cette partie qui permet la souplesse du bras sur la jambe de l'anticorps, qui va permettre notamment à ce qu'il se plie contre la membrane. On va voir que c'est important pour certains types de fonctions. Il y en a une qui est un peu particulière, qui est les G3. Et c'est la seule classe d'immunoglobulines G qui n'est pas utilisée en thérapeutique, notamment à cause de cette longue charnière là, qui va amener des grosses problématiques de production. Ce qui est un peu dommage parce qu'en fait les G3 elles ont des propriétés thérapeutiques extrêmement, enfin des propriétés on va dire moléculaires extrêmement intéressantes. Notamment elles recrutent très bien tout ce qui est fonction cytolytique et donc ce serait d'excellents formats pour tuer des cellules malades. Sauf que voilà, elles sont difficiles à produire, on les connaît pas très bien. Et donc en pratique elles ne sont pas utilisées. Dans les fonctions qui sont portées par les Fc gamma récepteurs, là vous avez un macrophage à droite. Ce macrophage il a un Fc gamma récepteur qui est présenté à sa surface, qui est le CD64, peu importe, on s'en fiche. Et donc ce macrophage, il va reconnaître le Fc de l'anticorps et ça va lui permettre de faciliter la phagocytose. On appelle ça une fonction d'opsonisation, ça veut dire rendre digeste, ça vient du grec. Et donc l'opsonisation, c'est le fait que le macrophage ait sa fonction de phagocytose qui soit facilitée par la présence d'immunoglobulines à la surface du pathogène. Ça peut être une bactérie, ça peut être une cellule malade. Et donc cette fonction s'appelle ADCP pour phagocytose cellulaire dépendante des anticorps. Dans les fonctions portées par les Fc récepteurs, vous avez aussi la cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps, ADCC en anglais. Et donc cette cytotoxicité dépendante des anticorps, c'est là encore une fois le fait que l'anticorps
recrute un FC récepteur. Ce FC récepteur est sur un lymphocyte T cette fois-ci, un lymphocyte TCD8, donc de type tueur, qui va reconnaître l'anticorps et au contact de l'anticorps, il va se mettre à sécréter le contenu de ses vésicules toxiques, où il y a notamment de la perforine et du granzyme D. Donc c'est des contingents moléculaires, des petites molécules cytolytiques. La perforine elle fait ce que son nom indique, c'est-à-dire elle fait des trous. Et le granzyme D, il va couper les éléments de l'intérieur de la cellule. Donc tout ça, ça va envoyer la cellule cible vers un processus apoptotique. Le système du complément, c'est un petit peu plus barbare. Donc il n'y a pas de cellules. Le système du complément, c'est une cascade moléculaire. C'est des enzymes pour le coup. Donc c'est des enzymes notamment autocatalytiques. Donc par exemple le C1Q, le C1Q, c'est celle qui a là, c'est espèce d'appareil à massage de crâne là, avec 6 têtes globuleuses. Et chaque tête reconnaît le FC d'un anticorps. Avec une affinité qui est mauvaise. C'est-à-dire qu'une tête, si elle est accrochée toute seule, l'anticorps, il va risquer de s'en détacher une fois sur 10, ça va se détacher. Donc, il y a 6 têtes moléculaires, 6 têtes globulaires sur cette molécule, qui vont chacune reconnaître un bout d'anticorps. Ça veut dire que la liaison elle va être stabilisée si et seulement si il y a assez de densité d'anticorps sur la cible, donc s'il y a assez de densité antigénique. Donc en fait, c'est un système qui est prévu pour s'activer sur des surfaces où il y a beaucoup d'anticorps. À droite, vous avez une représentation un peu fouillie, je reconnais, mais où vous avez plein de cibles antigéniques, donc plein d'anticorps. Et là, on voit l'impact de la souplesse de la charnière, puisque on voit que les jambes d'anticorps sont toutes mises à l'extérieur. Elles forment une espèce de cercle, donc qui s'adapte très bien avec les têtes globulaires du C1Q. Et ce C1Q, une fois que les 6 pattes vont être fixées, même s'il y a une patte qui se détache, comme les autres pattes sont encore accrochées, ça va se rattacher. Donc en fait, c'est l'avidité qui va conditionner la stabilité de la liaison entre le complément et l'anticorps. Et une fois que ça va être tout fixé, ça va contraindre le C1Q, donc cette molécule-là. Si elle est fixée par toutes ces têtes, ça va créer des forces, des tensions dans la molécule qui vont faire ce qu'on appelle une transconformation. Donc elle va se tordre un petit peu et ça va la faire s'auto-activer. C'est cette molécule-là qui va auto-catalyser des dégradations dans sa structure. Ça va la rendre activée et à partir de là, elle va aller activer les autres partenaires du complément. Alors quand on fait du complément, il faut apprendre à compter parce que c'est dans le désordre. Je suis désolé. Ça a été dans l'ordre de leur découverte, je crois. Enfin oui, c'est même sûr. Et donc le complément, vous avez le C1Q qui est le premier partenaire, donc c'est cette tête avec 6 morceaux qui vient se fixer sur les immunoglobulines. Et après, une fois qu'elle est auto-activée, elle va activer successivement le C4, donc 1, puis 4, puis le C2, puis le C3, et le C5 qui va être le point de départ, le C5 du complexe d'attaque membranaire dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Le complexe d'attaque membranaire, c'est la finalité de la voie du complément. Le complexe d'attaque membranaire, ça va être un peu comme la perforine, ça va être quelque chose qui va faire des trous dans les membranes. Et comme le contenu intracellulaire est plus riche en ions que le contenu extracellulaire, si vous faites des trous dans la membrane, l'eau de l'extérieur de la cellule s'engouffre dans la cellule et ça vous fait éclater les cellules. C'est à cet égard-là que je disais que c'est un système un peu barbare. Le pore, donc le pore PORE, qui est dans la membrane cellulaire, ce qui va la faire éclater, c'est un canal qui va être composé majoritairement de C9. Et dans la cascade d'activation, vous voyez que j'ai marqué 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. C'est parce que en fait, une fois que le C5 est enchâssé dans la membrane, C6, C7 et C8 vont servir à faire des trous de plus en plus profondément, comme à tarauder un trou. Et le C9 va venir s'enchâsser et polymériser en formant une espèce de canal. Et c'est par ce canal que l'eau va s'engouffrer dans la cellule. Ça, c'est un schéma pas dynamique, mais en tout cas un peu plus imagé. Donc vous avez là, sur cette partie-là, le début de la cascade avec le C1 qui vient se fixer sur les IgG, sur les immunoglobulines de type G. Et tout de l'autre côté du schéma, vous avez du C9 polymérisé qui va former le canal, le complexe d'attaque membranaire, par lequel va passer l'eau pour venir faire éclater la cellule. On a vu les Fc gamma récepteurs, on a vu le complément. Il nous reste à voir le FcRn.
FcRn, c'est une longue histoire. On va essayer de la faire courte. Donc c'est un récepteur qui a été identifié chez les rats nouveau-nés, chez le raton, et qui était décrit comme le support moléculaire qui permettait aux immunoglobulines de la mère de passer chez le nouveau-né via la tétée. Alors on va voir pourquoi c'est un faux ami chez l'humain. D'une part, donc, ce récepteur s'appelle récepteur néonatal au FC des immunoglobulines de type G. On préfère dire FcRn, ça va un petit peu plus vite. Ce récepteur néonatal, il est tout sauf néonatal, c'est-à-dire qu'il existe effectivement à ce stade-là, mais il n'est pas du tout inféodé à cet âge-là. Il y en a chez tout le monde, adultes comme bébés. Il y en a depuis le placenta dans le ventre de la mère jusqu'à l'autre extrémité de la vie. Il est ubiquitaire, c'est-à-dire qu'il se retrouve dans tous les tissus, même s'il ne se retrouve pas dans tous les types cellulaires. Et c'est un récepteur qui va permettre d'accrocher les immunoglobulines du moment qu'elles sont capables, comme montré sur ce schéma-là, de se plier contre la membrane d'une vésicule qui sera l'endosome. On en rediscutera après. Donc si la charnière n'est pas assez souple, ou si ici il y a beaucoup d'autres choses, par exemple s'il y a de la cible antigénique qui va empêcher la tête de se contraindre contre la membrane, le FcRn sera moins capable de le fixer ou fixera différemment et va trier comme ça les immunoglobulines libres, monomériques, des complexes humains, donc des immunoglobulines qui sont liées à leur cible. J'entendais un micro s'activer, y a-t-il une question? Je m'interromps 2 secondes. Non? Bon, n'hésitez pas. Donc en fait, le schéma qui est à droite, là, qui est le schéma de la structure cristalline, donc le modèle de liaison entre le FC de l'anticorps et le FcRn, il est la tête à l'envers. Donc le CH2, qui était la partie du haut de la jambe, est en bas et le CH3 est en haut. Donc ça se passe comme ça. Le FcRn, qu'est-ce qu'il est capable de faire une fois qu'il a lié l'anticorps? Là vous êtes au niveau d'un vaisseau sanguin. Vous avez la lumière vasculaire au-dessus où il y a le sérum, les cellules qui se baladent, c'est un capillaire, tout va bien. Il y a notamment des immunoglobulines qui se promènent et les cellules endothéliales, donc les cellules de la paroi vasculaire, elles vont recycler de la membrane pour renouveler leur stock de protéines membranaires, pour se nourrir. Donc elles vont ingérer du contenu de la lumière vasculaire. S'il n'y a pas de questions, par contre, n'hésitez pas à désactiver vos micros parce que ça fait des petits bruits parasites, ça peut gêner vos camarades ou moi, me perturber. Je suis très perturbable. Donc vous avez de l'immunoglobuline qui est ingérée par la cellule endothéliale et il se trouve qu'elle est monomérique, elle se balade toute seule et donc si on la laisse aller vers les endolysosomes, elle va être dégradée. Ça va être une dépense d'énergie pour l'organisme de recréer de l'immunoglobuline et il se trouve que l'organisme a horreur de dépenser de l'énergie. Et donc, il y a un système de recyclage. Le FcRn, une fois qu'on va avoir dans l'endosome de l'acidification, l'endosome c'est ce qui va arriver avant le lysosome, donc avant les vésicules de dégradation moléculaire. Donc dans l'endosome, le pH tombe à environ 4,5, entre 6 et 4,5, en fonction de si on est dans un endosome précoce ou tardif. Avec cette acidification, il va y avoir des résidus d'acides aminés au niveau de la jambe de l'anticorps qui vont se protoner, qui vont se charger, et ça va lui donner de l'affinité pour le FcRn. À partir de là, le FcRn, il a une séquence signal qui va lui permettre de retourner à la membrane et de recycler l'anticorps dans le milieu environnant, puisque quand la vésicule va s'ouvrir sur l'extérieur de la cellule, le pH va retomber à 7, 7,2, et l'anticorps va être libéré et recyclé. Donc au lieu d'être dégradé, s'il n'est pas capable de se lier au FcRn, il va être recyclé dans la lumière vasculaire, ou à l'inverse, il peut faire ce qu'on appelle la transcytose, c'est-à-dire au lieu d'être recyclé au même pôle de cellules, il peut traverser la cellule pour être biodistribué dans les tissus. C'est-à-dire qu'il peut être envoyé dans les tissus au lieu d'être recyclé dans les vaisseaux. Excusez-moi, monsieur. Dites-moi. Vous pouvez expliquer cet exemple, s'il vous plaît? Oui, tout à fait, pas de problème. Merci. Donc, l'organisme, dans la lumière vasculaire, vous avez 2 types de contingents moléculaires qui participent à garder le liquide dans les vaisseaux. Vous avez tous déjà vu des œdèmes, notamment vous avez tous déjà piqué par un moustique et fait une petite réaction. Donc l'eau, il faut qu'elle reste dans les vaisseaux sanguins. L'eau qui se balade dans les tissus, c'est pas bon.
Il y a ce qu'on appelle la pression oncotique, donc c'est l'aspiration de l'eau dans les vaisseaux par les protéines. Cette pression oncotique, donc le fait de maintenir l'eau dans les vaisseaux, est maintenue par des concentrations suffisantes de protéines dans les vaisseaux sanguins. Et vous avez deux gros contingents moléculaires qui vont maintenir cette pression oncotique. Il y a l'albumine et les immunoglobulines. À L2, elles sont responsables de la majeure partie de la pression oncotique, donc du maintien de l'eau dans les vaisseaux. Sauf que voilà, les cellules endothéliales, elles font ce qu'on appelle de la pinocytose de la phase fluide, c'est-à-dire qu'elles aspirent du liquide pour se nourrir, pour se recycler, donc pour leur fonction physiologique. Si on les laisse faire, s'il n'y avait pas le FcRn, elles vont digérer tout ce qu'elles aspirent depuis la lumière vasculaire. Et le FcRn, c'est un recycleur et un biodistribueur. Il va empêcher la dégradation dans les endolysosomes de ces deux contingents moléculaires, puisque c'est le même récepteur qui va recycler l'albumine et les immunoglobulines de type G. C'est-à-dire que ce récepteur, quand il y a de l'acidification, donc quand on va envoyer le contenu des vésicules vers des voies de dégradation, avec l'acidification, il va se coller, il va augmenter son affinité pour les immunoglobulines de type G et pour l'albumine. Il va se coller à elles, à ces deux molécules, et il va être capable de les recycler, donc de les ramener dans la lumière vasculaire, parce que lui, il a dans sa chaîne alpha, donc dans la chaîne qui est rouge là, une séquence signal qui va le rediriger vers la membrane cellulaire. Donc soit il va, avec l'acidification, augmenter son affinité et ramener tout ce monde-là vers la membrane cellulaire, ou le fait qu'il y ait un pH neutre va libérer ces molécules dans la circulation. On a gagné, on a recyclé l'albumine ou l'immunoglobuline de type G. Soit, pour des raisons qu'on va pas trop détailler parce que c'est un peu complexe, il va leur faire traverser la cellule endothéliale pour les envoyer, donc non pas vers une voie de dégradation, encore une fois, mais les envoyer dans les tissus. Si vous avez un vaisseau ici, vous avez la paroi des vaisseaux, donc de l'autre côté, vous avez les tissus environnants, donc ça peut être l'épiderme, ça peut être autre chose. Donc ce récepteur, il sert dans tous les cas de figure à empêcher la dégradation de l'albumine et des immunoglobulines de type G, mais il peut servir à empêcher leur dégradation en les recyclant à la membrane d'où ils viennent, ou en les envoyant se balader dans les tissus, ce qui est intéressant notamment pour les immunoglobulines, puisque dans les tissus, il peut y avoir les infections, il peut y avoir la cible à laquelle il faut qu'elle se lie. Est-ce que ça vous allait comme réexplication? Ouais, merci. Donc ces voies de tri, elles sont notamment conditionnées par des gènes divers et variés. On va évidemment pas les détailler, mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, en fonction des types cellulaires, on peut avoir présence et expression de certains de ces gènes et pas de d'autres. Donc il y a des types cellulaires qui sont faits pour recycler, il y a des types cellulaires qui sont faits pour faire de la transcytose, et ça c'est finement régulé. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment s'amuser, vous avez 4 petites revues à lire. On a fini avec les fonctions effectrices, en tout cas pour la partie qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Je vais vous reparler un petit peu des sucres, pour une raison qui est simple, c'est que la présence de certains types de sucres va favoriser certaines fonctions effectrices. Et ça, c'est un gros défi de la bioproduction. On en reparlera plus la prochaine fois. Mais notamment, brièvement, la présence ou l'absence de certains sucres, comme les fucoses qui sont les petits triangles rouges, quand il y a du fucose, il y a moins de fonctions d'ADCC, donc de cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps. Et par conséquent, quand on veut faire un anticorps qui soit très efficace pour faire de la cytolyse, un anticorps à but de dégrader des cellules, typiquement les anticorps anticancéreux, on va limiter la présence de fucose pour augmenter l'affinité à un Fc gamma récepteur, qui est le Fc gamma récepteur 3A, mais peu importe, et augmenter la DCC. Quand on a des molécules thérapeutiques, ça peut être des anticorps et ça peut être autre chose, dans des pathologies inflammatoires, et qu'on cherche donc un potentiel anti-inflammatoire, on cherche des molécules qui limitent l'inflammation, on va augmenter la présence de ce qu'on appelle les acides sialiques. Et ces acides sialiques, ils portent un potentiel anti-inflammatoire, c'est-à-dire que quand on traite des pathologies inflammatoires, c'est intéressant d'avoir des glycoformes, d'avoir des glycanes qui portent des acides sialiques. Et puis pour tout ce qui est activation du complément,
il y a cette forme-là, cette forme de sucre-là, qui est assez simple. Donc le G2F, on redétaillera ça un peu plus, on redétaillera ça au deuxième cours. Le G2F qui favorise la CDC, donc la cytotoxicité dépendante du complément. Pour aujourd'hui, on s'arrêtera là. Et les anticorps aglycosylés, alors à quoi ils servent? Alors les anticorps aglycosylés, c'est par exemple si on veut un anticorps neutralisant, on pourrait imaginer virer le sucre. Ça veut dire qu'on n'aurait plus les fonctions qui dépendent du complément ou des Fc gamma récepteurs, à l'exception du FcRn. Et donc on peut se dire qu'en virant le sucre, on pourrait avoir des anticorps juste neutralisants, sans avoir les fonctions effectrices. En pratique, pour l'heure, je n'ai pas notion qu'il y ait d'anticorps aglycosylés sur le marché. Il y a peut-être deux raisons à ça. La première, elle est détaillée sur cette diapo, c'est que les anticorps déglycosylés agrégeraient peut-être plus, ils seraient peut-être moins stables en solution. Il y a des articles qui vont dans ce sens-là et des articles qui disent que non. Et la seconde, c'est que les agences réglementaires, c'est une question un peu plus terre à terre, mais les agences réglementaires ont horreur de la nouveauté. Quand vous soumettez un dossier de demande d'autorisation pour un médicament, un format qui est nouveau, qui n'existe pas encore sur le marché, va forcément être beaucoup plus passé au peigne fin, puisqu'au fond du problème, il y a la sécurité du patient. Et donc un dossier réglementaire avec des modifications qui existent déjà sur le marché va être beaucoup moins difficile, en tout cas beaucoup moins inquiétant pour le législateur, qu'un dossier où il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'existe pas encore sur le marché. Je vous parlais tout à l'heure de la SNFG. Un petit mot juste sur la raison des couleurs et des formes. Oui, parce qu'on va avoir un petit peu de sucre en fait. Donc les sucres qui vont être impliqués, c'est majoritairement des exoses, donc des sucres à 6 sommets, en tout cas quand ils sont dans leur forme cyclisée. Et la forme exose va être la raison du rond. Quand vous avez un rond, vous avez un exose. Quand vous avez un carré, vous avez un exose N-acétylé. Notez pas ça, hein. C'est juste pour vous expliquer que les formes et les couleurs veulent dire quelque chose. La couleur, c'est la nature du sucre, galactose, glucose, ça vous pouvez noter. Mannose, galactose, glucose principalement. Ou acide sialique, donc les différents types de sucre, c'est ça. Mannose, galactose, glucose et acide sialique. Vous allez me dire, oui, mais et le fucose qui est à droite? Le fucose, c'est juste un déoxygalactose, donc le fucose, c'est un dérivé du galactose. Et en dehors de ces couleurs, donc bleu pour le glucose, vert pour le mannose, jaune pour le galactose et rouge pour le fucose, vous avez les formes. Et les formes, c'est les variations chimiques de ces sucres. Donc les ronds, c'est pour l'exose normale, l'exose de base. Les formes carrées, c'est quand on est N-acétylé, donc quand il y a une petite adjonction moléculaire, un N-acétyl qui est rajouté au sucre. Et le triangle, c'est pour la déoxydation. Donc le déoxygalactose, c'est le fucose. C'est pour ça que c'est un triangle. La N-glycosylation, elle se fait sur des séquences consensus. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une asparagine en particulier dans le FC des IgG qui recevait le sucre. Et donc cette asparagine, elle reçoit le sucre pas parce qu'elle a été choisie comme ça au pif, elle fait partie d'une séquence consensus. La synthèse du sucre, du N-glycane, elle se fait en dehors de la protéine, elle se fait en bloc, enfin elle se fait sur un lipide qui s'appelle le dolichol phosphate. Et donc ce corps, il est fabriqué sur le dolichol phosphate et il est transféré sur la protéine en bloc, en entier d'un coup comme ça, quand on trouve une séquence consensus de glycosylation. Cette séquence d'accrochage, elle est détaillée ici, là, et elle s'appelle NXSUT. Donc N, c'est l'asparagine, c'est le code à une lettre pour l'asparagine dans le code des acides aminés. Ensuite, derrière l'asparagine, il faut qu'il y ait, donc X, c'est tout acide aminé sauf la proline, c'est-à-dire n'importe quel résidu d'acide aminé, ça peut être une alanine, une glycine, une leucine, peu importe, tout sauf la proline. Et derrière cette proline, enfin derrière cet acide aminé qui est tout sauf la proline, il y a soit une sérine, soit une thréonine, d'où le S/T. Et quand il y a cette séquence consensus, on va avoir un transfert
du sucre sur l'asparagine, donc sur le premier acide aminé de la séquence consensus, sur le N. Ce sucre, il a un rôle qui peut être conformationnel, puisque les sucres, vous avez peut-être pas non, là on voit pas, mais peu importe. Ils sont bourrés, donc en anglais, sucre c'est carbohydrate, donc hydrate de carbone. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de OH, de molécules d'eau en fait, qui sont fixées sur la molécule de carbone. Et donc ces hydrates de carbone, ils sont extrêmement hydrophiles. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va se retrouver à l'extérieur de la protéine, puisque la protéine, elle fabrique des parties plus ou moins hydrophiles et hydrophobes. Les parties hydrophobes se planquent, elles font partie du repliement, elles se mettent à l'intérieur de la protéine, puisqu'elles n'aiment pas l'eau, elles se planquent. Et les parties les plus hydrophiles, dont les sucres, vont plutôt être exposées en surface, puisqu'elles vont être avec de l'affinité pour l'eau. Donc il va y avoir un rôle conformationnel. Pour certaines protéines, ça va participer au repliement de la protéine. Et puis il y a d'autres rôles, des rôles de communication avec des sucres qui se phosphorylent, des rôles d'interaction avec d'autres protéines, comme par exemple pour typiquement le glycane des anticorps. Donc il y a différents types de rôles. Ces sites de N-glycosylation, la petite ligne du bas là, de la diapo, elle dit il y en a chez la levure, enfin chez certaines levures, parce que chez la levure, ça n'a pas de sens, mais dans les levures qu'on utilise, notamment en labo, il y a à l'échelle de la physiologie de la cellule à peu près 600 sites de N-glycosylation recensés sur ces protéines. Et quand on passe chez les eucaryotes métazoaires, il y en a beaucoup plus de 10 000 sites chez la souris. Les N-glycanes, je vous les ai présentés comme des choses assez simples avec 2 antennes. En réalité, c'est beaucoup plus variable que ça. Il y a 3 types de sucres qu'on peut trouver. On peut trouver soit des sucres où au-delà du corps, donc vous voyez, ah oui, j'ai pas la main. Au-delà du corps, là, vous voyez qu'on a, vous voyez la souris de l'ordi. Oui, oui. Merci. Donc le corps, je vous disais, c'est les 2 ronds bleus et les 2 carrés bleus et les 3 ronds verts. Donc ça, c'est la partie qui est commune à tous les N-glycanes chez les mammifères. Au-delà de ce corps, vous avez soit uniquement des mannoses, auquel cas vous êtes dans le cas d'un sucre qu'on appelle oligomannose, soit vous avez, au-delà du corps, différents types de ce qu'on appelle décorations, donc des sucres variés, on appelle ça des formes complexes, soit vous avez sur une antenne que des mannoses et sur une antenne des décorations, auquel cas on est dans un sucre hybride. En plus de ce niveau de complexité-là, vous avez une variation du nombre d'antennes possibles. On peut aller de 2 antennes à 5-6 antennes maximum. Donc ça, c'est extrêmement compliqué parce que, on verra ça tout à l'heure, mais quand vous soumettez votre dossier réglementaire, vous allez dire, pour chaque glycoforme, pour la forme machin, la forme truc, la forme bidule, je suis entre tant et tant de pourcents. Il y a entre tant et tant de pourcents de ma protéine qui contient la forme oligomannose type M5, la forme oligomannose type M7, la forme complexe type machin, la forme complexe type truc. Donc votre cahier des charges, il doit recenser toutes les glycoformes possibles à identifier dans votre produit fini. Donc d'une part dans le médicament tel que vous le soumettez, et après dans chaque lot que vous fabriquez. Et donc ça, c'est censé être reproductible dans le temps. Et en plus, c'est pas codé par la génétique, enfin pas par la génétique de votre protéine recombinante, de votre anticorps par exemple. Donc c'est quelque chose qui risque de fluctuer dans le temps entre les différents lots et qui va être impacté par strictement tout ce que vous allez faire à vos cellules. Les cellules que vous utilisez pour la bioproduction, si vous modifiez un tout petit peu les pressions partielles en gaz, l'inoculum initial, la quantité de cellules dans votre réacteur, la mousse, les nutriments, n'importe quel paramètre qui dévie va amener un risque de modifier un tant soit peu le profil de glycane de votre produit fini. Ce serait pas embêtant s'il n'y avait pas un impact sur les fonctions effectrices de l'anticorps ou sur le profil de tolérance du médicament. Mais voilà, c'est pas le cas. Les glycanes participent notamment pour les anticorps au recrutement des Fc récepteurs. Et donc la modification du profil de glycane va vous apporter
parfois des impacts en clinique, c'est-à-dire modifier les chances du patient en modifiant soit la tolérance, soit l'efficacité du médicament. Donc c'est un gros souci. Et on verra tout à l'heure quels sont les types de technologies qui nous permettront de se sortir de ce mauvais pas. Mais à l'heure actuelle, c'est ça qui explique notamment la raison de leur prix, comme je disais tout à l'heure, c'est la caractérisation des glycanes qui est la plus chronophage et la plus gourmande en ressources. Une petite diapo pour le transfert en bloc, parce que je voulais montrer avec mes petits doigts comme ça, c'était pas très joli, j'ai des schémas pour ça. Donc le dolicol phosphate, qui est au niveau du réticulum endoplasmique, il va porter donc 2 phosphates et puis derrière le corps avec quelques sucres en plus. Et vous avez l'oligosacchαρyltransférase, de type 2, peu importe, qui va catalyser le transfert en bloc sur une protéine en cours de synthèse. Donc c'est co-traductionnel, c'est-à-dire que ça se fait en cours de traduction. Vous avez votre ribosome là qui est en train de traduire son ARN messager. Il le pousse à travers le pore dans le réticulum endoplasmique granuleux. Et là, vous avez un transfert en bloc de votre dolicol phosphate vers la protéine de votre corps de sucre sur l'asparagine du site de glycosylation. Donc à partir de ce transfert en bloc, vous allez avoir d'abord ce qu'on appelle des trimmings, comme la tonte quoi. Donc il y a d'abord des sucres qui sont retirés, notamment tout ce qui est des résidus de glucose tout seul. Et après, en passant dans le Golgi, vous allez avoir des trimmings et puis des élongations pour arriver en sortie de Golgi à votre protéine finie avec son glycane. Les différentes formes de glycane souhaitables, on va dire en thérapeutique, donc les majoritaires, celles qu'on retrouve le plus, et puis dont on connaît bien les fonctions. Vous avez toutes ces formes-là, donc les formes en haut et les formes en bas, c'est les mêmes, à ceci près que celles du haut, elles ont des fucoses. Donc c'est la même chose à chaque fois, la G0 avec la G0F, la même chose à part le fucose. Donc quand il y a un double trait comme ça, c'est que le galactose, il peut être fixé d'un côté ou de l'autre, peu importe, comme c'est symétrique, c'est la même chose. Donc ça, c'est des formes que vous allez forcément caractériser dans le dossier réglementaire, qu'on retrouve chez l'humain, qui sont souhaitables pour la thérapeutique, enfin en fonction de ce que vous voulez que votre anticorps fasse notamment. Et puis ça, ce sont d'autres, des glycoformes classiques humaines, donc certaines qui sont souhaitables et d'autres qui ne sont pas. Et puis ça, c'est des glycoformes complexes dont on ne veut pas, avec plein d'antennes, qui sont pénibles à caractériser. Et donc vous voyez que tout ça, ça vous fait une quarantaine de glycoformes différentes en tout. Enfin, au moins une quarantaine de glycoformes. Et que vous avez juste un flacon avec de la protéine dedans, et il vous faut caractériser tout le profil de glycane que vous avez dedans. Donc il va falloir utiliser plusieurs types de techniques différentes et complémentaires pour arriver à déterminer d'une part quels sont les différents types de glycanes que vous avez, faire ce qu'on appelle le glycoprofiling, ça veut dire déterminer la nature des glycanes présents sur votre anticorps, et deuxièmement, quantitativement caractériser ces différentes formes. Dire, bah voilà, mon cahier des charges, il m'autorise entre 5 et 10% de G2F, entre 0 et 1% de la forme mineure avec cinquantaine qui m'ennuie. Et donc vous allez devoir pour chaque lot dire bah dans ce lot là il y a tant de telle glycoforme, et donc il est conforme, il n'est pas conforme. Un lot d'anticorps thérapeutiques, c'est des semaines de taf, c'est un bioréacteur qui est déjà cher à l'achat et puis cher au fonctionnement, puisqu'il faut y mettre tous les nutriments, contrôler les pressions partielles. Enfin bref, quand vous jetez un lot d'anticorps, c'est quelque chose de douloureux pour le fabricant. À tel point que, pour l'anecdote, j'avais été reçu comme candidat pour un poste en assurance qualité dans un gros laboratoire qui fabrique des biomolécules. Et l'essentiel de l'entretien d'embauche, ça avait été le recruteur qui me disait, bon ben voilà, je suis le département de bioproduction, vous êtes l'assurance qualité, vous venez de me retoquer un lot en me disant qu'on allait le mettre à la poubelle, je vous engueule parce que je ne suis pas d'accord et que je trouve que mon lot il est très bien et qu'il faut le pousser parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Et donc ça génère des tensions à tel point que dans les entretiens d'embauche, on vous mime des engueulades entre la bioproduction et l'assurance qualité
parce que bah, vous allez mettre, je sais pas, mais peut-être 10 000 balles de produits à la poubelle, quoi. Donc ça, on a déjà vu, glycoforme et fonction effectrice. Il y a un point qui est important, c'est qu'il y a une partie de ces sucres qui vont être immunogènes, c'est-à-dire qu'ils vont provoquer des réactions immunitaires contre le médicament. Ça, c'est embêtant parce que d'une part, ça ne va pas guérir le patient, mais en plus, ça risque d'aggraver son état. Si le patient il s'immunise contre le médicament, il risque d'une part de l'éliminer plus vite, et d'autre part, il risque de faire des réactions à l'administration de type, les réactions, ça va du gratouillage là où on injecte le médicament, ça c'est pas très grave. Ça peut aller jusqu'au collapsus cardiovasculaire, donc c'est-à-dire un choc avec arrêt cardiaque, ça c'est plus grave. Et donc il y a des sucres en fonction des types de lignées cellulaires qu'on va utiliser, qui sont reconnus comme du non-soi. C'est le cas du xylose. Le xylose, c'est un sucre des plantes. Et typiquement, quand il y a des productions de biomolécules en cellules de plantes, on regarde beaucoup le profil la présence de xylose dans la biomolécule. Le fucose, petit triangle rouge, je vous disais qu'il y en avait chez l'homme, mais on le représente toujours fixé à droite. Le petit triangle, il est à droite du corps. Il y a la possibilité qu'il se fixe de l'autre côté, enfin en tout cas avec un autre type de liaison, donc de l'autre côté du corps, et juste cette modification de liaison, ça peut le rendre immunogène. Donc un sucre qui est fabriqué par notre organisme, mais qui n'est pas à la même position que d'habitude, il peut être reconnu comme immunogène et créer de l'immunogénicité, donc emmener des effets indésirables. À peu près la moitié des humains, c'est ce qui est dit par cette revue là de 95, à peu près la moitié des gens ont des anticorps anti-xylose et anti-alpha-1,3 fucose, donc anti-fucose du mauvais côté. Donc ça fait qu'il y a à peu près la moitié des gens qui sont susceptibles d'avoir des effets indésirables à la première administration de ces molécules. Et puis le reste qui peut s'immuniser à mesure qu'on leur administre le médicament. On a vu la N-glycosylation parce que c'est celle qui concerne les anticorps et que ce cours il est dédié aux anticorps. Moyennant quoi, le format anticorps, c'est pas que des anticorps normaux physiologiques. Et le format de biomédicament qui se rapproche des anticorps, il contient aussi des molécules comme des protéines de fusion. C'est celle qui est montrée là, c'est une protéine de fusion. Vous avez le bas de l'anticorps ici, et là, le haut de la molécule, c'est autre chose. C'est une protéine qu'on a rajoutée par ingénierie moléculaire. Donc là, c'est un récepteur du TNF, par exemple. Et sur ce récepteur du TNF, il y a des sites de haute glycosylation. Donc on n'est plus sur de la glycosylation sur les asparagines, mais de la glycosylation sur des acides aminés avec de l'oxygène, notamment la sérinolantréonine. Donc ce type de glycosylation n'existe pas sur les immunoglobulines de type G, mais existe notamment sur des protéines de fusion. Et la haute glycosylation, c'est la fin du monde pour les gens qui font le contrôle qualité, parce que je vous ai déjà dit en long, en large et en travers combien c'était pénible la caractérisation analytique des N-glycanes. Les O-glycanes, c'est le cauchemar. Il n'y a pas un corps, il y en a 8. Alors vous allez voir, on va passer très vite parce que du coup, c'est tellement compliqué qu'on va pas s'attarder dessus. Il y a 8 types de corps différents, rien que chez les mammifères. C'est de la synthèse post-traductionnelle, donc c'est dans le Golgi, donc ça se fait au pif, sucre par sucre, donc il n'y a pas de transfert en bloc. Ça se fait tout dans le Golgi et c'est un sucre qui est rajouté. On ne connaît pas bien les séquences signal, donc ça veut dire qu'on n'est pas trop capable de prévoir à l'avance où ça va sortir quand on fabrique une protéine. Enfin, c'est un peu la misère, quoi. Et ils ont des bizarreries. Enfin, peu importe. Il y a des bizarreries, il y a pas mal de bizarreries avec la haute glycosylation. La haute glycosylation, pour vous donner un exemple concret de ce que c'est, quand vous dites je suis du groupe sanguin A, B ou O, c'est un déterminant sucré de type O-glycane. Le déterminant qui fait le groupe A, B ou O, c'est le polymorphisme sur une seule enzyme. Donc on a tous sur le sucre qui détermine le groupe sanguin cette substance-là, on a tous le O, donc on appelle la substance H, donc c'est un enchaînement de sucres, peu importe. Là, en plus la SNFG n'est pas respectée, les formes ne sont pas les bonnes, les couleurs ne sont pas les bonnes.
vous avez ce déterminant sucré là. Les gens qui sont du groupe O, ils ont une enzyme qui est faite pour coupler le dernier résidu qui est inactive, un polymorphisme qui fait que leur enzyme est inactive. Donc ils s'arrêtent là, ils ont le O, ils ont le même déterminant que tout le monde. Ceux du groupe A, l'enzyme elle vient fixer une N-acétylgalactosamine. Et ceux du groupe B, ils ont un polymorphisme de l'enzyme qui fait qu'elle va coupler un galactose. Donc c'est une seule et même enzyme qui, en fonction de son polymorphisme, de comment elle est structurellement, va soit rien être capable de fixer, soit être capable de fixer une galNAC, soit être capable de fixer un galactose. À quoi ça tient? Et ça amène des... Donc c'est un tout petit bout de sucre en plus qui va vous amener toutes les problématiques de transfusion et de compatibilité sanguine. Enfin, pas toutes, parce qu'il n'y a pas que les groupes ABO, après il y a tous les plus, les moins, le résus, lequel, donc peu importe. Mais en gros, ça c'est la majeure partie des problèmes de transfusion à l'heure actuelle, et ça tient au polymorphisme d'une enzyme qui fixe un sucre. Moi je trouve ça absolument génial, enfin très ennuyeux. Donc glycosylation, de type haut glycosylation, on l'a déjà dit, pas de séquence consensus. Il y a peut-être des hypothèses sur les résidus autour de la sérine ou de la tréonine qui reçoit le sucre, mais bon, peu importe, on n'y connaît pas grand-chose. Et ça se produit sucre par sucre dans le Golgi. Donc vous avez votre protéine qui se balade dans le Golgi, qui va recevoir un sucre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et puis qui va sortir avec ce qui s'est accroché dessus au pif, au phytociterne. Voilà pour les hétérogénéités de type sucré. Donc ça, c'était l'exemple le plus important en clinique, l'hétérogénéité liée au sucre, parce qu'il a des impacts pour le patient, des vrais impacts, ça peut être de la tolérance, de l'efficacité, mais ce n'est pas la seule. Et notamment dans le dossier réglementaire, seront demandés d'autres types d'hétérogénéité, la caractérisation de d'autres types d'hétérogénéité, notamment la cyclisation des glutamines et des glutamates N-terminaux en pyroglutamate, le réassortiment des ponts disulfures entre les différentes chaînes, l'agrégation protéique, la dimérisation et la stabilité thermique, la déamidation des asparagines. Ah, excusez-moi. Je vais couper ça. La fragmentation des anticorps, la glycation, qui n'est pas de la glycosylation. La glycation, c'est la fixation chimique directe de glucose n'importe où sur la protéine. Le fait de virer les lysines en C-terminal. Et puis, voilà, encore d'autres petites isomérisations chimiques qu'on ne va pas détailler. Donc tout ça pour vous dire, le dossier réglementaire pour un biomédicament, du temps où ça se faisait en papier, ça correspondait à peu près à un camion. Donc vous voyez les camions avec une remorque sur l'autoroute là, Norbert d'Entresangle et tout. Il ne faudrait pas que je dise de marque, peu importe. J'ai pas dit ça. Donc un camion rempli de paplards, et donc ça c'est le dossier réglementaire pour un biomédicament. La caractérisation initiale et ce qui est demandé par les agences réglementaires. Maintenant ça se fait par voie électronique, mais enfin il y a quand même un paquet de documentation, et notamment de caractérisation analytique, de tous ces profils d'hétérogénéité là pour votre médicament. Donc ça explique que probablement, très probablement, que les jours du biomédicament sont comptés, en tout cas sous la forme qu'on connaît, c'est-à-dire le flacon avec l'anticorps là, probablement que ça existera plus ou moins dans les décennies qui viendront, supplanté par d'autres technologies, et notamment, potentiellement, le fait de faire exprimer à la cellule du patient le biomédicament. C'est ce qu'on fait déjà avec les vaccins à ARN messager. L'ARN messager dans le vaccin, donc je parle de Covid là, l'ARN messager dans le vaccin, c'est pas le vaccin. L'ARN messager, c'est l'instruction pour faire fabriquer le vaccin. C'est-à-dire que quand vous injectez ça dans le patient, il va traduire l'ARN messager en protéine, et cette protéine, qui est la protéine de spike du virus, c'est ça le vaccin. C'est ça le support moléculaire contre lequel le corps va s'immuniser. Donc si on est capable de faire produire un biomédicament par la cellule, les glycosylations sont celles du patient, les hétérogénéités moléculaires sont celles qui vont être faites par la machinerie moléculaire du patient. Et donc finalement,
vous n'avez plus à faire cette caractérisation analytique de votre produit fini, puisqu'il est fabriqué directement par l'organisme auquel il est ciblé, et il n'y aura pas de problème de tolérance, enfin en tout cas pas lié aux hétérogénéités moléculaires de type glycoprofil et tout ça, puisque vous n'allez pas le faire fabriquer par une cellule de hamster ou par une cellule de souris. Donc ça c'est probablement une des directions futures du biomédicament. Ça, c'est quand vous faites un anticorps sur un modèle classique. Mais en plus, vous allez pouvoir rajouter différents types d'hétérogénéité volontairement. Je vous parlais des anticorps armés tout à l'heure, sur lesquels on va fixer une petite bombe là. Donc la petite bombe, c'est une molécule de cytotoxique, donc typiquement de la chimio. Quand vous allez l'accrocher sur l'anticorps, vous allez accrocher ça de façon chimique, et donc un peu non contrôlée. Il y a deux types de technologies qui se battent à l'heure actuelle, c'est la technologie lysine, donc sur les lysines. Alors là on voit en rose, en magenta là sur l'anticorps, tous les sites où il y a des lysines. Et donc vous en avez un peu partout sur la surface de l'anticorps, il y en a une quarantaine de répartis. Ou alors sur les cystéines. Les cystéines, c'est l'acide aminé qui est impliqué dans les ponts disulfure. Donc il y en a sans surprise au niveau de la charnière, puisque les ponts disulfure, il y en avait entre les chaînes lourdes au niveau de la charnière, et puis un petit peu ailleurs dans l'anticorps. Et donc la fixation de ces molécules de cytotoxiques va se faire de façon chimique un peu au pif, et surtout de façon inconstante, c'est-à-dire qu'en fonction de l'anticorps que vous allez piocher dans votre bouteille, là, dans votre flacon, un coup vous allez avoir un anticorps où il y aura par exemple pas du tout de molécules chimiques, un coup vous allez avoir un anticorps où il y en a 2, où il y en a 5, où il y en a 10, et donc vous allez devoir en plus, si vous faites un anticorps armé, caractériser finement le profil d'accrochage de votre toxique sur votre anticorps, sa reproductibilité entre les lots, le fait que ça se décroche ou pas, donc tous ces paramètres-là en plus du dossier réglementaire qu'on avait vu tout à l'heure. Donc c'est ce qui fait qu'on parlera pas mal de caractérisation physico-chimique à la prochaine séance, pour parler notamment de ces hétérogénéités moléculaires. Je surveille un petit peu l'heure parce que j'ai l'impression que j'ai ralenti pas mal. 9h30. Une demi-heure, donc on fait encore un petit quart d'heure et puis on se garde un petit quart d'heure pour les questions. On en est où là? Bon, peu importe, on va avancer. Donc cette caractérisation des anticorps, je vous parlais de la physico-chimie, mais il n'y a pas que ça. Une fois que vous avez produit votre lot, alors là on est plutôt dans le cadre du dossier initial, c'est-à-dire vous venez de faire finir la R&D, vous avez développé un anticorps et vous faites votre premier dossier pour les agences réglementaires pour la demande d'autorisation de mise sur le marché. Vous avez des normes assez, des guidelines, des recommandations assez précises qui disent qu'il faut caractériser sa spécificité, donc sur quel antigène il se fixe, la base, l'affinité, donc avec quelle force il se fixe sur sa cible, les fonctions effectrices, donc quelle est sa capacité à recruter les différents systèmes moléculaires de destruction cellulaire, son efficacité in vitro, donc sur des lignées cellulaires typiquement, et in vivo, notamment d'abord chez des rongeurs et puis en tout cas des animaux qui sont des modèles de la pathologie concernée, puis chez le primate non humain. Et puis caractériser sa toxicité, son immunogénicité et sa physico-chimie. Donc cette caractérisation des anticorps, préclinique en tout cas, elle fait appel à diverses techniques moléculaires. Je vais vous en présenter 3 vite fait. Pour la spécificité et l'affinité, l'ELISA que vous connaissez je pense déjà tous, la cytométrie en flux, et la résonance plasmonique de surface qui est une technique qui est extrêmement à la mode, pas pour des questions de mode, mais des questions que c'est efficace et que ça donne des paramètres assez fins. L'ELISA, c'est le fait d'aller coupler un antigène ou en tout cas un partenaire moléculaire sur une plaque de plastique, d'aller mettre l'anticorps, notamment ça peut être l'anticorps thérapeutique, ça peut être un anticorps anti-médicament, enfin ça dépend ce qu'on veut observer, et puis un anticorps secondaire qui vient se fixer sur l'anticorps et catalyser une réaction enzymatique, notamment ça peut être un développement de couleur qui va être lu par la machine, une source, il y aura une source optique et puis il y aura un détecteur. Ça,
Là, c'est une petite étude qu'on avait faite en 2014, 2013-2014, où on dosait les anticorps chez des patients. Donc là, on mettait du sérum de patient. On avait l'anticorps thérapeutique qui était en noir ici, qui venait se fixer sur sa cible, qui était une molécule du complément, la partie C5, donc le début du complexe d'attaque membranaire. Donc c'était un anticorps anticomplément, qu'on venait révéler par un anticorps couplé à la galactosidase, et qui venait faire du développement de couleurs dans le puits. Et donc ça nous permettait de mesurer la concentration résiduelle d'anticorps monoclonal thérapeutiques chez ces patients, et de les rapporter au poids, pour dire voilà, le patient, à la fin du cycle, donc on a perfusé le patient à J0, à J15 on mesure ce qui reste dans le sang, et on essaie de relier ça au poids. Donc c'était pour dire, quand le patient est plus gros, plus lourd en tout cas, il reste moins d'anticorps dans son sérum. Quand il est plus maigre, il reste plus d'anticorps dans son sérum. Donc c'était un argument pour dire, il faut adapter la quantité d'anticorps qu'on lui injecte en fonction du poids. Parce que la recommandation du fabricant c'était 900 mg pour tout le monde tous les 15 jours. Sauf que ça faisait que les patients les plus lourds, ils étaient sous-dosés, puisqu'ils éliminaient l'anticorps plus vite. Et les patients les plus maigres, ils étaient surdosés, ce qui n'était pas en soi un vrai problème, si ce n'est que l'anticorps en question, c'est l'anticorps qui était à l'époque le plus cher des anticorps. Pour un patient, il y avait entre 300 et 400 000 euros de traitement par an. Pour la Sécu, c'est pas beaucoup de patients, mais c'était un gros tarif, quoi. Donc c'était un argument pour dire il faut adapter la posologie au poids du patient. La cytométrie en flux, c'est une technique d'étude cellulaire où on fait passer les cellules, le flux en fait de la cytométrie en flux sert à faire passer les cellules une par une devant des détecteurs, ce qui permet à la fois de caractériser un peu le type de cellules auxquelles on a affaire, et avec un jeu de laser et de fluorophore, d'aller chercher des paramètres de ces cellules, genre on prend des anticorps qui marquent les cellules de type lymphocyte, on prend des anticorps qui marquent les cellules qui contiennent du CD20, ou alors on tag notre anticorps d'étude avant de le mettre sur les cellules, et on discrimine les cellules grâce à ça, grâce à ce qu'elles réémettent. Là en l'occurrence, on avait utilisé ces cellules avec du FcRn qu'on mettait en surface, pour caractériser l'affinité du FcRn pour différents types d'anticorps, donc un contrôle négatif, une immunoglobuline de type G2 et le rituximab. Donc on montrait que le rituximab il se fixait mieux que le panitumumab, puisque l'anticorps fluorescent qu'on avait mis au début, il était plus déplacé par le rituximab que par le panitumumab. Je ne vais pas rentrer plus loin dans le détail. Et puis la résonance plasmonique de surface, c'est une technique qui est intéressante, qui est un petit peu complexe d'un point de vue mécanistique. C'est à la frontière entre de la biophysique, entre de la physique et de la biologie. Donc en fait, ça utilise une petite lamelle d'or qui va disperser une longueur d'onde. C'est-à-dire que vous avez un faisceau lumineux qui est pointé vers une lamelle d'or, et la lamelle d'or, elle va entrer en résonance avec certaines de ces longueurs d'onde, et elle va disperser seulement une longueur d'onde, donc seulement une couleur, si on veut. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette couleur qui est dispersée par la lamelle d'or, elle va changer si on greffe des trucs sur cette lamelle d'or. Donc en l'occurrence, on va mettre, comme pour les LISA, un partenaire moléculaire, et quand ce partenaire moléculaire il va entrer en interaction avec ce qu'il y a dans le flux, donc ça peut être les anticorps, ça va changer la longueur d'onde qui va être dispersée, et donc on va avoir une lecture comme ça des niveaux d'élimination d'une longueur d'onde, et ce niveau qui va être lu, il va varier en fonction de combien d'anticorps, combien d'espèces moléculaires se fixent sur la lamelle d'or. Donc c'est un petit peu compliqué, mais en gros c'est un décalage de la longueur d'onde absorbée. Donc si je mets un trait noir parce qu'il n'y a plus de lumière, c'est un décalage de la longueur d'onde qui est absorbée, et donc la lecture, ça va être une lecture indirecte de l'affinité du partenaire moléculaire qui est dans la sauce pour celui qui est fixé sur la lamelle d'or. Donc c'est une technique qui est extrêmement efficace, qui permet notamment de déterminer de l'affinité. Ça permet de déterminer, d'une part, si le partenaire moléculaire qu'on injecte, il se fixe sur celui qui est fixé à la lamelle d'or, et d'autre part, avec quelle affinité il se fixe dessus.
Donc tous ces paramètres-là que je viens vous détailler, donc tout ce qui était caractérisation analytique, caractérisation biologique, il y a des guidelines, des normes qui vous disent pour le développement, la production et la caractérisation et la spécification d'anticorps monoclonaux et des produits apparentés. Donc vous avez tout ça à remplir à chaque fois. Là c'est quelques lignes, mais qui vont permettre d'avoir assez d'informations pour garantir au moins un niveau de sécurité basal de votre médicament. C'est un peu dense, hein. Autant à traiter en 2 heures qu'à faire en vrai. Je vous ai parlé d'immunoglobuline de type G, comme si c'était les mêmes. En réalité, il y a des sous-types d'immunoglobuline de type G, des sous-types d'immunoglobuline, donc il y a les G1, 2, 3, 4. Et vis-à-vis de la capacité à recruter les récepteurs, elles ne sont pas égales. Mais je pense qu'on va terminer un petit peu avec ça. 41, ouais, en 5 minutes on va avancer un tout petit peu. Ça c'est les immunoglobulines, pas que les G, c'est les immunoglobulines que vous avez en vous. Alors pas tous, parce qu'il y a une partie des patients, enfin une partie des gens qui n'ont pas d'immunoglobuline de type A notamment. On vit relativement bien sans. Et donc vous avez différents formats. Celui que vous avez le plus vu, c'est celui-là, qui correspond aux IgG 1, 2 et 4. Il y a les IgG3 qui sont un peu particulières parce qu'elles peuvent avoir un peu plus de pondisulfure ou beaucoup plus de pondisulfure avec des charnières très grandes. Les IgE qui ont un domaine constant en plus juste sous la charnière. Donc qui sont notamment celles qui sont impliquées dans les allergies. Derrière ma tête, les IgA sériques, donc les IgA qui se baladent dans les vaisseaux. Mais il y a des IgA qui sont sécrétés dans les muqueuses, puisque les IgA sont notamment les immunoglobulines qui protègent vos muqueuses, qui sont elles dimériques, donc qui sont fixées comme ça par deux par une pièce qu'on appelle la pièce sécrétoire. Et puis les IgM, dont je vous parlais tout à l'heure pour les raisons d'avidité, et vous comprenez là tout de suite en voyant le dessin qu'il y a 10 mains d'anticorps, il y a 5 IgM par IgM multimérique, donc il y a 10 mains, donc il y a une avidité de 10. Donc celles-là, elles sont extrêmement efficaces pour concentrer les antigènes, pour démarrer la réponse adaptative, en permettant de présenter beaucoup d'antigènes identiques à un lymphocyte, à une cellule pour faire de la présentation antigénique. Ces IgM, du fait de leur grande taille, elles ne sont pas utilisées en thérapeutique. C'est les premières qui sont synthétisées par le lymphocyte B naïf une fois qu'il est activé. Votre lymphocyte B naïf, qui est celui qui n'a encore jamais rencontré sa cible, quand il rencontre sa cible la première fois, plus de 90% du temps, il fait des IgM contre. C'est-à-dire qu'il va fabriquer d'abord ce type d'immunoglobuline, qui est celle préférentiellement de la réponse, de la première réponse, quand on vous vaccine la première fois notamment. Ce qui va permettre de noyauter l'antigène, de le concentrer, pour augmenter la réponse qualitative, c'est-à-dire augmenter la chance de faire des lymphocytes B qui soient très affins, qui soient très spécifiques de votre cible. Les immunoglobulines qui sont utilisées en thérapeutique, donc c'est celle-là, les G1, 2, 4, donc ce format-là, qui est vraiment le format préférentiel. Les autres ne sont pas utilisés parce qu'il y a différents types de problèmes avec leur utilisation, mais on ne va pas s'attarder dessus. On va retenir qu'on utilise des IgG 1, 2 et 4. Et qu'on les utilise, mais qu'on les utilise dans des indications différentes, puisque on disait tout à l'heure qu'elles ne portaient pas les mêmes fonctions effectrices, et notamment parce qu'elles n'ont pas la même affinité pour les Fc gamma récepteurs. Donc là, c'est les Fc récepteurs qui servent à faire les fonctions effectrices de type cytotoxicité notamment, plus le FcRn à droite. Mais le FcRn, on reste dans des proportions semblables d'affinité. L'affinité des G1, des G2 et des G4 est relativement similaire à une vache près. Mais par contre, les autres Fc gamma récepteurs, ça change parfois d'un facteur 10 ou d'un facteur 100. Et on s'arrêtera là, on parlera vraiment de l'obtention des anticorps thérapeutiques la prochaine fois. Donc je reprends à ce niveau-là. Avez-vous des questions ?
pouvez réactiver les micros.